Bertrand Jaillet Sensei débute son parcours martial avec le judo, puis se passionne très rapidement pour le karaté-do. Avec passion et amour de cet art, il devient alors 5e dan karaté-do Jikara, ainsi qu'un membre fort et un représentant important de la Jikara France. Sur son parcours, Bertrand Sensei rencontre différents grands maîtres d'arts martiaux et notamment de karaté. Depuis plusieurs années, il partage sa passion de l'art de la main vide dans un des plus mythiques dojos parisiens, ainsi que sur sa chaîne YouTube où il propose de nombreuses vidéos de qualité. Il est alors un ambassadeur important du karaté-do Jikara en France. Je suis Bertrand Jaillet, je vis en région parisienne et j'enseigne le Shotokan karaté-do au Dojo 5 qui est situé à Paris dans le 5e arrondissement. Il y a aussi d'autres professeurs qui enseignent le Shotokan karaté-do au Dojo 5, notamment Sensei Sadek Mazri qui est 8e dan et qui est le plus ancien professeur du Dojo 5. Il y a aussi Benjamin Gabet et aussi Guy James qui est 3e dan Jikara. Pour ma part, je pratique le karaté depuis un peu plus de 30 ans maintenant. J'ai commencé en 1989. En dehors du Dojo 5, je suis également président de l'association France JKA, qui est la plus ancienne organisation française bénéficiant d'un agrément, d'une reconnaissance du Japon comme étant les représentants de l'école de karaté Japan Karate Association. Voilà, et puis sinon, pour ma part, je suis également 5e dan de karaté JKA. Alors mes débuts dans les arts martiaux, ils ont commencé avec le judo. À l'époque, je devais avoir 10-11 ans et ma mère m'avait inscrit dans un club de judo à Conflans-Sainte-Honorine. Donc on habitait à l'époque pas très loin du centre-ville et donc il y avait ce club de judo. Ma mère m'a inscrit là-bas, j'en ai fait quelques années, pas très longtemps. Et bon, j'en ai gardé de très bons souvenirs. Le professeur là-bas était quelqu'un de très rigoureux, très technique et il avait quelque chose qui m'est resté et que j'essaye de faire un maximum dans mes cours aujourd'hui quand j'enseigne, c'est qu'il avait cette capacité à découper vraiment une technique ou des choses un peu complexes de manière à les rendre simples ou du moins à faire en sorte que les gens puissent comprendre plus facilement les choses pour essayer de le reproduire. Donc il avait vraiment ce côté-là qui rendait beaucoup plus accessible des techniques qui pouvaient sembler complexes lorsqu'on est en phase d'apprentissage, donc ça m'a beaucoup marqué. Après on a déménagé dans le Val d'Oise, dans une ville qui était pas très loin de Magny-en-Vexin. Et donc à l'époque, comme beaucoup de jeunes, j'étais fan de Bruce Lee et je voulais faire du kung-fu. Sauf qu'à Magny-en-Vexin, il n'y avait pas de kung-fu, il y avait du karaté. Donc je me suis inscrit au karaté en me disant que je ferais du kung-fu plus tard. Sauf qu'en fait, je suis tombé amoureux du karaté tout de suite, dès le premier cours, et après, je ne me voyais plus faire autre chose que du karaté. Voilà, je suis tombé amoureux tout de suite. J'ai eu la chance aussi d'avoir un professeur, donc Marc Desjuanini, qui enseigne toujours au Budokan de Magny-en-Vexin, qui a eu cette capacité de me transmettre la passion, l'amour du karaté, de pouvoir voyager, rencontrer d'autres sensei, d'autres grands sensei qui m'ont transmis aussi beaucoup de choses et qui ont contribué à je dirais, entretenir cette passion pour le karaté-do. Donc je lui en suis très reconnaissant là-dessus et puis également ça a été quelqu'un qui a été là pour moi, un peu comme un père spirituel, parce que bon, voilà, j'ai perdu mon père très jeune, au même moment ma mère était malade aussi. Et ma mère s'en est sortie et voilà, quelque part il a pris ce rôle paternel avec moi et il m'a accompagné dans je dirais, mon développement personnel et puis dans ma pratique du karaté pendant de longues années et ça a été vraiment de vraiment très belles années. Par son intermédiaire, j'ai pu rencontrer aussi Sensei Kazuhiro Sawada, qui est en Belgique à Bruxelles, qui était l'assistant de Sensei Miyazaki, qui a repris le dojo de Sensei Miyazaki après son décès. Et lui, il m'a apporté vraiment la rigueur, l'ancrage technique, et puis, je dirais, le fait de se fondre dans la méthode JKA. J'ai eu aussi l'opportunité de suivre Hervé Delage pendant de nombreuses années. Hervé Delage qui était un élève de Sensei Kazé.
qui est vraiment un très grand professeur et qui a une connaissance vraiment très profonde du karaté et dans l'exécution des techniques. Et ça m'a beaucoup influencé dans mon karaté, cet esprit de recherche et d'aller plus loin que la simple exécution d'une technique, de toujours chercher à améliorer en profondeur la manière dont on peaufine des techniques. J'ai aussi la chance de suivre l'enseignement de Sensei Shigeru Uemura sur Paris, métro Bonne Nouvelle, à l'époque où il enseignait. Donc lui, c'est pas du karaté, c'était du Ichuan et du Tai Chi Chuan. Lui, il avait cette philosophie et aussi cette pratique technique qui consistait à différencier la partie, on va considérer plutôt sportive, et la partie plutôt martiale, le budo. Et donc, dans la partie sportive, vous avez comment être plus fort, augmenter sa force, comment être plus rapide, travailler son dynamisme, comment être plus endurant, travailler sa capacité respiratoire. Et puis à côté de ça, en complément, donc c'est pas soit l'un soit l'autre, mais c'est les deux. Et puis après, selon l'âge, la technique compense la jeunesse, etc. Et donc lui, il avait cet aspect qui était, comment est-ce que je fais pour avoir plus de force avec moins de force. Donc là, c'était comment je répartis mieux mon effort dans mon corps pour pouvoir à force égale, mieux le répartir. Aller plus vite en allant moins vite, donc là c'était plutôt lié à l'étude des trajectoires. Donc si vous avez des bonnes trajectoires, des bonnes gestuelles bien précises, vous avez moins de disparité dans vos gestes et donc forcément vous utilisez moins de force, forcément vous vous fatiguez moins et donc la conséquence c'est que vous avez virtuellement une meilleure endurance, mais c'est simplement parce que vous utilisez mieux vos efforts et vous gaspillez moins. Donc ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué aussi et qui a beaucoup influencé ma pratique du karaté. J'ai eu aussi la chance de suivre pendant quelques années Jacques Fonfred, qui était un ancien du karaté et qui a importé le chambara en France. Donc c'est comme la pratique du bokken, mais avec des sabres en mousse. Donc c'est très intéressant pour notamment progresser en combat, travailler la distance, travailler le fait de sentir les choses. Donc ça a été aussi quelque chose de très intéressant pour moi et qui m'a aussi beaucoup influencé dans ma pratique et dans mon enseignement. J'ai aussi pu faire un peu d'aïkido, pas très longtemps, mais suffisamment pour essayer d'aller chercher quelques éléments techniques qui pouvaient m'intéresser et nourrir mon karaté. Donc en fait, si vous voulez, vous avez une école et puis vous avez aussi ce besoin de vous intéresser à ce que les autres font, aux autres écoles, pour pouvoir enrichir votre école. Et en tout cas, mon socle, ça reste le karaté Shotokan JK. Premier, bien armé au centre Gaiden Barai et glisser avec le coude pour bloquer droit devant et tourner la hanche pour effectuer donc le blocage sur le côté. Armé à Gyuke, main ouverte, croisée pour inverser. Pensez qu'ici c'est bien le visage qui est au milieu de l'avant-bras et pas le poignet ou la main devant le visage. Soto-uke, on arme bien avec le bras parallèle à l'épaule et on accentue le fait de serrer la hanche lorsqu'on bloque vers soi pour bien dévier l'attaque. Uchi-uke, on arme bien au niveau de la hanche, au-dessus de la ceinture, pour à nouveau tourner les hanches et donc écarter le mouvement et faire le blocage. Shuto-uke, armer bien au centre les deux mains, glisser avec le coude et dévier en ligne droite pour effectuer le blocage. Alors, ce qui m'a poussé à continuer la pratique des arts martiaux, c'est l'esprit de recherche. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous faites une technique, vous pouvez faire, par exemple, si je prends une technique de karaté, ça va être Oizuki ou Gaiden Barai, par exemple, pour un blocage académique de base, ou un Kizami Tsuki ou un Oikomi en compétition, en combat. C'est qu'en fin de compte, la technique que vous faites quand vous débutez, même si visuellement elle peut paraître être la même durant toute votre vie de pratiquant, en fait elle ne sera jamais vraiment la même dans le fond. C'est-à-dire que vous n'avez jamais assez, en vérité, je pense, de toute une vie pour vous dire « Ah, ça y est, je suis arrivé au bout de la technique ». En fait, il y aura toujours quelque chose de plus à aller chercher pour améliorer cette technique. Donc c'est ce côté-là qui est passionnant, c'est-à-dire qu'en fin de compte, les techniques de karaté, elles vous accompagnent toute votre vie, un peu comme, je dirais, la maturité ou l'expérience que vous emmagasinez tout au long de votre vie. À chaque fois que vous prenez de l'âge, vous apprenez des choses, vous avez des échecs, vous avez des réussites. Des fois, il faut avoir des échecs pour pouvoir rebondir et reconstruire et réussir. On ne réussit pas tout du premier coup. Les techniques de karaté, c'est un peu pareil en fait. Vous vous entraînez, vous répétez, un coup vous ratez, un coup vous réussissez, un coup vous y arrivez, puis un jour vous êtes dedans, vous n'êtes pas dedans. Et puis vous progressez par paliers et tout au long de votre vie, en fait, il n'y aura jamais un moment donné où vous serez arrivé à la fin, un peu comme une série télévisée. Je suis arrivé au dernier épisode.
Bon, bah, à part regarder à nouveau la série depuis le départ, et puis à un moment donné, on se lasse parce qu'on est fatigué de la regarder. Là, non. C'est-à-dire qu'en fait, Oizuki ou Ganen-Barai, comme je disais tout à l'heure, bah, vous pouvez le faire toute votre vie. Ça ne sera jamais la même chose, vous ne l'aborderez jamais de la même façon, et ça sera toujours une richesse supplémentaire à ajouter. Donc ça vous oblige à un esprit de recherche, et cette façon de rechercher et cette manière de toujours aller voir plus loin les choses fait qu'en fait ça ne s'arrête jamais. Les chercheurs qui sont dans l'infiniment petit au niveau de la science ou de l'infiniment grand, ben, il n'y a pas de limite en fait, on découvre toujours quelque chose de plus. Alors après il y a quand même une limite au cadre, c'est la forme académique, c'est le cadre dans lequel vous exécutez les choses, que ce soit en compétition, en kata ou en kion, d'accord ? Vous n'allez pas transformer ou inventer des choses qui n'existent pas, mais vous allez les perfectionner. Et cette recherche de la perfection, elle a cette notion de maturité qui va avec l'âge. Et c'est une des choses qui m'a beaucoup impressionné quand j'ai commencé le karaté et qui m'a toujours autant impressionné, c'est que vous avez des gens qui vont avoir 20 ans de plus que vous, ou qui vont avoir 70 ans ou 66 ans, qui vont réussir à faire des choses que vous-même, en étant plus jeune, bah, vous avez du mal à le faire. Donc c'est assez déroutant et à la fois c'est rassurant parce que ça veut dire qu'il y en a encore possibilité de faire du chemin, et en même temps ça amène à beaucoup d'humilité où on se dit ok, on est jeune, on a pas mal d'années derrière soi, mais c'est pas fini le chemin, la route est encore longue. Donc ça appelle à beaucoup d'humilité, et je pense que c'est un point important que doit conserver un professeur aussi dans un club, ce côté-là où on n'en finit jamais. Et donc voilà, on n'est pas arrivé, et ça fait qu'on est toujours dans cette idée de rechercher le plus pour donner aux élèves, et le fait de donner aux élèves, ça nous oblige à chercher. Donc ça, c'est vraiment la chose qui m'a beaucoup passionné, c'est ce puits sans fond de connaissances qui est face à vous. Du coup, c'est vraiment passionnant, un peu comme dans une bibliothèque géante où il y a tellement de livres à lire que bah, on n'a pas assez de toute une vie pour tout lire et tout absorber. Donc ça, c'est vraiment le motif fort qui m'a poussé à continuer. Que vous avanciez ou que vous reculez, il faut rester au même niveau. Il ne faut pas faire d'effet escalier, remonter, redescendre, remonter, redescendre. Donc ça, non. Il faut toujours garder le même niveau. Donc quand vous êtes ici, que vous soyez en démarrage Ganen-Barai ou Oizuki, peu importe, il faut essayer de rester au même niveau. Restez au même niveau, au même niveau. Et quand vous reculez, c'est pareil. Restez au même niveau, et pareil. Ne pas remonter. Toujours au même niveau. Il faut s'asseoir. D'où le fait de presser. On presse dans la jambe parce qu'on s'assoit. On s'assoit. On libère. On s'assoit. Ici. Et on place. On s'assoit ici. Et on place. Et donc on reste au même niveau. Alors d'un point de vue physique, je dirais comme n'importe quelle pratique sportive, lorsqu'on répète des mouvements, ça fait travailler son corps. Donc dans les arts martiaux, ça n'échappe pas à la règle. Hein. Si vous voulez faire correctement vos katas, vos enchaînements de techniques dans les kions, l'hyponkumité avec un partenaire, le jukumité, le combat, il faut avoir une condition physique. Et puis il faut entraîner ses muscles. Donc les arts martiaux, effectivement, oui, ça apporte cet aspect positif dans l'amélioration de votre condition physique. Et avoir une bonne condition physique, c'est aussi important pour être bien dans son corps, bien vieillir et être en bonne santé. Donc voilà, c'est un des points très importants que vous retrouvez dans les arts martiaux, avec effectivement l'aspect mental. Donc voilà, l'aspect mental, c'est voilà, quand vous êtes en train de faire des choses qui peuvent vous paraître un peu compliquées, faut être courageux, il faut réfléchir, il faut être persévérant, ça développe un esprit de courage, de volonté, de dépassement de soi, un esprit compétitif aussi, si vous faites de la compétition. Donc mentalement, ça vous construit, ça vous renforce, et puis ça vous fait aussi découvrir qui vous êtes vraiment. Parce que quand vous arrivez dans un dojo, vous venez avec vos envies, avec l'idée que vous pensez que ça va vous apporter quelque chose, ou peut-être vous êtes venu chercher quelque chose, et puis quand vous êtes dans la pratique dans un dojo et que vous découvrez l'art martial au fil des années, vous vous révélez vous-même, et puis vous apprenez des choses peut-être que vous attendiez pas. Donc ça vous forge votre mental, oui, ça c'est sûr. Surtout quand vous faites des entraînements difficiles, quand vous avez l'opportunité d'en faire, si vous n'avez pas le courage et la volonté de continuer, vous allez vous laisser aller. Et puis si vous avez développé cette force de caractère et cet esprit de challenge, vous n'allez pas lâcher le morceau, et puis ça va vous renforcer votre mental. Sur l'aspect spirituel,
Effectivement, les arts martiaux apportent aussi ce côté supplémentaire, parce que historiquement, quand même, un art martial, c'est un art de la guerre. Donc il y a aussi la notion de vie et de mort qui va avec, et c'est transporté aussi au travers des préceptes. Donc vous avez les 20 préceptes fondateurs du karaté, vous avez aussi le Dojokun avec les 5 préceptes du Dojokun. Voilà, chercher la perfection du caractère, donc chercher à améliorer ce que vous faites au quotidien, c'est-à-dire à chaque fois que vous venez au dojo, et dans votre vie au quotidien, essayez de vous améliorer vous-même, être fidèle vis-à-vis de vous-même, de vos valeurs, de vos convictions, fidèle à votre école, à votre pratique. Voilà, ça s'applique sur un bon nombre de choses. Être constant dans l'effort, hein, essayer de, comme je vous disais tout à l'heure, de garder un mental fort et de ne pas se laisser aller, parce que dans la vie, c'est pas toujours facile. Donc si à chaque fois que vous avez une épreuve, vous baissez les bras, c'est compliqué d'avancer. Donc ça aussi, c'est un des points clés du Dojokun. Vous avez le respect des autres. Donc ça commence aussi dans le dojo avec le salut en début de cours, le salut en fin de cours, le salut entre les partenaires avant de faire un exercice. Donc c'est aussi un état d'esprit que vous développez et puis que vous devez aussi appliquer à l'extérieur du dojo. Et puis aussi se retenir de toute conduite violente. Alors c'est pas forcément que la violence, je vais utiliser le karaté pour aller dehors, mais ça peut être dans les attitudes, dans la manière de parler aux gens, dans la manière de aussi vous respecter vous-même votre corps, hein, parce que quand on fait des exercices difficiles, des fois il faut apprendre à s'écouter aussi. Donc le Dojokun, c'est pas uniquement des phrases toutes simples qui se traduisent uniquement d'un point de vue littéral, mais c'est aussi tout un aspect philosophique et spirituel qu'il y a derrière. Et les arts martiaux, ils ont effectivement une part d'histoire très importante, avec une part spirituelle très forte. Donc ce triptyque, à mon sens, il est indissociable, c'est-à-dire que c'est comme le Kyon, Kata, Kumite en karaté, c'est un triptyque indissociable. Et physique, mental et aspect spirituel, c'est un état d'esprit, une façon de voir les choses, une façon de vivre. Tout ça, c'est un triptyque qui va ensemble. Et le dojo, c'est un petit peu le laboratoire, hein, c'est l'endroit où on apprend, le dojo. On doit appliquer les bonnes valeurs et les bons préceptes qu'on apprend au dojo dans la vie à l'extérieur. Donc le dojo, la pratique au dojo, elle ne se limite pas que dans le dojo. Au travers des pratiques du karaté, on s'accomplit soi-même et on essaye d'être meilleur soi-même et d'être une bonne personne et d'appliquer ces belles valeurs à l'extérieur du dojo après l'entraînement. Alors la ceinture noire, ça aussi c'est un vaste sujet. Souvent on a tendance à entendre ou dire voilà, que c'est un accomplissement. Alors oui, c'est un accomplissement. Avoir une ceinture noire, c'est une étape. C'est important dans la vie d'un pratiquant et c'est une forme de récompense, je dirais, par rapport aux années qu'on a passées pour commencer à apprendre le karaté. Donc pour moi la ceinture noire, je dirais que c'est plutôt là où ça commence. C'est-à-dire que entre la ceinture blanche et la ceinture noire, on apprend à faire des choses qui ne sont pas habituelles dans la manière de se mouvoir. Et donc on commence à préparer son corps, à intégrer des techniques et des manières de faire, différents katas de base, pour pouvoir commencer à apprendre le karaté au travers des techniques, kata supérieur et le kumite. Donc avant, c'est un certain nombre d'étapes qui vous prépare et qui vous forme pour commencer à vraiment rentrer dans la pratique du karaté. Ça ne veut pas dire que vous ne faites pas du karaté avant, évidemment, mais je préfère voir la ceinture noire comme ça, car le risque, en fait, le pendant négatif de la ceinture noire, c'est de se dire « ça y est, j'ai ma ceinture noire, ça y est, c'est bon. J'ai accompli ce qu'il fallait, je suis arrivé au bout. » Non, en fait, vous avez votre ceinture noire, c'est là où c'est justement intéressant, parce que c'est là où ça va commencer, et c'est là où vous allez pouvoir commencer à entrevoir tout un tas de choses encore plus passionnantes, et que vous allez vraiment rentrer dans la pratique approfondie du karaté et découvrir en fait tout ce qu'il y a derrière et apprendre les choses de manière beaucoup plus pointue. Juste avant, vous vous êtes préparé. Donc la ceinture noire, pour moi, c'est le départ, c'est le point de départ. Et juste avant, c'est la préparation et l'apprentissage pour commencer à rentrer vraiment dans la pratique plus profonde du karaté. Donc c'est un premier accomplissement, mais ce n'est pas une finalité. Donc la ceinture noire, ça se situe entre la suite qui est vraiment le départ pour vraiment apprendre le karaté plus en profondeur et de manière plus concrète. Et juste avant, c'est on se prépare, on se forme pour avoir, je dirais,
toute la forme et tout le carcan académique pour commencer à rentrer dans cette deuxième phase. Donc c'est un accomplissement, mais pas une finalité. Le mot sensei, c'est un mot qui est sujet à beaucoup de discussions. Pour ma part, j'aime bien ramener le mot sensei à quelque chose de plus littéral et terre à terre. Point de vue littéral, c'est celui qui était avant l'autre. Donc, lorsque vous détenez un savoir, vous le transmettez à celui qui vient après vous. Donc, il y a cette notion, si vous voulez, de transmission qui va de pair avec l'école que vous pratiquez ou l'art martial que vous pratiquez. Et l'art martial que vous pratiquez, il vit à travers les années par les gens qui vous le transmettent. Donc, c'en est un qui le transmet à l'un, le suivant qui le transmet, ainsi de suite. Donc en fin de compte, on est peu de choses. Les arts martiaux, ils vont traverser les âges, et puis nous, notre vie à côté, elle est toute petite. Donc on est ce relais qui avons la responsabilité, lorsqu'on reçoit quelque chose, d'en prendre soin, et puis de le transmettre à d'autres, qui peut-être eux-mêmes, à un moment donné, parmi ceux-là, il y en a un qui va faire la même chose que vous, puis qui va le transmettre à un autre, etc., etc. Donc vous avez plutôt des obligations ou des devoirs quand vous êtes professeur, donc un sensei. C'est un professeur, c'est celui qui va enseigner un savoir qu'il a à sa connaissance, qui va enseigner ce qu'il sait ou ce qu'il sait faire du mieux qu'il peut pour le transmettre du mieux possible, en essayant de le faire vivre et évoluer avec son temps, sans le dénaturer par rapport au sens originel, parce qu'il ne s'agit pas non plus de transformer une pratique en autre chose. On peut la faire grandir et la faire évoluer, mais il faut qu'aussi elle reste en phase avec ce qu'elle est. Donc c'est un jeu d'équilibriste qui n'est pas toujours facile, mais voilà, je pense que cet aspect-là est important. Et le mot sensei auquel on prête parfois un côté un peu honorifique, encore une fois, ça donne des devoirs et c'est pas forcément un mot qui est là pour vous faire bomber le torse et puis vous dire moi je suis sensei, donc voilà, on me doit le respect et puis je suis un grand maître, quoi. Non, même les plus grands maîtres et les plus grands sensei, ils n'ont pas forcément une haute idée d'eux-mêmes. Ce sont des gens qui sont plutôt modestes et plutôt très humbles. Donc, être considéré par les autres comme un sensei, ça appelle à beaucoup d'humilité et beaucoup de responsabilité. Et vous avez un devoir d'exemple et vous avez la responsabilité de transmettre ce que vous possédez aux générations futures. Donc, voilà un peu, dans les grandes lignes, comment je vois les choses par rapport au mot et sensei et qu'est-ce qu'un sensei. Également, pour les bases avancées des gens un peu plus gradés, il faut penser à une autre séparation. C'est-à-dire, vous avez celle du début, où j'oppose mon tronc et mon bas de corps, et je crée cette tension, qui fait que je libère à la fin. Mais vous avez un autre endroit où vous avez une séparation. C'est le tronc et les bras. Quand vous arrivez au bout de votre technique, ici, on avance, le corps, lui, il suit le mouvement du déplacement. Et à un moment donné, quand mon déplacement se finit, mon corps, il est arrivé au bout du chemin. Et là, mon bras continue. Mais mon bras, il ne continue pas tout seul vers l'avant. Mon bras, il continue et mon corps s'oppose légèrement à la fin. Légère opposition à la fin. Pour avoir plus de kimé au bout. 1, opposer le corps et le bras à la fin. 1, je garde le corps. 2, le corps arrive au bout. Et dans le même temps... Alors en termes de référence, c'est déjà les gens avec qui vous avez appris les arts martiaux qui sont vos premiers référents. On apprend avec les professeurs que l'on a eus, ils vous transmettent leur savoir par le fait que vous essayez de reproduire ce que vous voyez, donc vous êtes dans une forme de mimétisme. Et donc forcément, ce sont vos premiers référents. Après, en termes de références à donner, moi, pendant de nombreuses années, même encore aujourd'hui, un sensei qui m'a vraiment marqué de par la qualité de son karaté, c'était Osaka Sensei. Donc vous pouvez toujours trouver, bien sûr, il y a plein de vidéos sur Osaka Sensei, donc c'est pour moi une vraie référence. Si vous voulez progresser dans le karaté et trouver quelqu'un qui exécute bien les choses, regardez les livres où Osaka Sensei est dedans, notamment les Best Karaté, et puis il y a des tas de vidéos que vous pouvez trouver aujourd'hui facilement grâce à l'avènement d'Internet.
Et Osaka Sensei, pour moi, c'est une vraie référence, en tout cas pour le karaté de JKA. Nakayama Sensei disait de lui que c'était un de ceux qui approchait le plus de la perfection, donc c'est vous dire. Également, aujourd'hui, en termes de référence, il y a un incontournable, c'est Sensei Naka, qui est un instructeur permanent à la JKA. Donc, il a apporté quelque chose qu'il n'y avait pas avant dans l'enseignement du karaté de JKA, c'est cet aspect recherche, cet aspect profondeur technique et explication dans le détail des choses. Donc il a cette particularité et il a amené ça dans le karaté. Donc c'est une chance aujourd'hui de vivre à une époque où on a des sensei comme ça qui permettent de faire évoluer le karaté sans le dénaturer, mais en apportant cette chose en plus qui permet de le faire grandir et d'aller plus loin dans la compréhension des choses. Donc Sensei Naka est une très bonne référence. Vous avez aussi Ota Sensei qui est en Angleterre, qui dispense des cours en ligne en ce moment de temps en temps et qui vient faire des stages en France régulièrement. Donc c'est aussi quelqu'un qui est une très bonne référence et vous trouvez aussi des vidéos sur internet et puis l'opportunité de s'entraîner avec lui lorsqu'on pourra refaire des stages comme avant. Alors l'utilité du kata et sa place, c'est un vaste sujet. Je vais sûrement oublier des choses, parce que c'est pas facile de tout donner comme ça en peu de temps. Donc je vous prie de m'en excuser par avance. Si j'étais capable de tout expliquer en peu de temps, je serais un génie, mais c'est pas le cas. Alors le kata pour moi, c'est une bibliothèque de connaissances. C'est-à-dire que tout ce qui est dans le karaté, globalement, quasiment tout, est dans les katas. C'est-à-dire que demain on coupe le fil, on ne peut plus enseigner le karaté, il se passe, je sais pas moi, 50 ans, on recommence à enseigner le karaté, puis entre les deux on a perdu le fil. On doit pouvoir retrouver toute l'essence du karaté et toutes les connaissances dans les katas, tout est dedans. C'est vraiment la bibliothèque des connaissances, donc c'est pour ça que c'est important de parfaire sa pratique du kata et de le faire régulièrement pour pouvoir affiner et améliorer sa pratique. Ça également, ça s'inscrit dans ce que je disais, c'est-à-dire un triptyque dans lequel vous avez le kyon, le kata et le kumite. Donc c'est un triptyque indissociable. Vous ne pouvez pas dire, voilà, moi je fais que du combat ou je fais que du kata. Ça pour moi, ça a sa limite et ça n'a pas trop de sens par rapport au sens originel de la pratique du karaté-do. Pour moi, tout ça c'est un ensemble indissociable. Quand vous faites un kata, vous faites la pratique du kata, vous travaillez certains aspects qui vont vous améliorer dans l'exécution de vos techniques en kumite. Également, ça vous aide aussi à améliorer et mieux comprendre comment vous exécutez vos techniques en kyon, parce que des fois on fait des techniques en kyon et puis le fait de voir comment ça s'exécute avec un partenaire imaginaire en kata, ça permet d'améliorer aussi. Quand vous faites du kyon, vous améliorez vos techniques pour les intégrer ensuite dans le kata. L'esprit du combat, vous l'intégrez dans le kata, je schématise. Et puis en combat, c'est pareil, vous apprenez des différents aspects qui vous permettent d'améliorer votre manière d'aborder le combat et inversement pour le kyon. Donc ce triptyque kyon kata kumite, c'est là où se situe la place du kata. Et le kata, c'est une bibliothèque de connaissances qui est l'ensemble des connaissances du karaté qui sont inscrites dans tous ces katas. Et donc c'est important de les travailler, vous ne pouvez pas passer à côté, sinon vous passez à côté du karaté tout simplement. Ici, après avoir préparé pour effectuer Gaden Barai, on doit préparer avec un peu de tension ici et d'élasticité. Souvent on voit des choses un peu robotisées comme ceci. Là on a fait Gaden Barai 1 et 2 de manière mécanique. Donc ça, faut stopper. Donc ici, pour le départ de cette séquence, normalement vous êtes descendu et vous remontez pour préparer, vous faites Gaden Barai et vous devez déjà mettre dans une forme de position. L'épaule ne doit pas sortir, ça doit être dans le prolongement. Et ici, on va ramener un peu la hanche dans la direction où on va faire échiquer pour que le bras ici, au niveau d'équité, il se relâche et qu'il aille se préparer en bas. Relâcher, préparer, et ici on va opposer les coudes et prolonger. Et on doit opposer la hanche. Et on doit sentir qu'on doit opposer le bras, le coude, la hanche, genou et pied.
1, 2. Et ici, on doit vraiment sortir comme un arc avec des flèches. C'est le premier point. Avant de pouvoir faire Mikazuki Geri. J'ai eu l'occasion d'aller m'entraîner au dojo central à Tokyo, à l'Ambu Dojo. Alors, est-ce que les entraînements sont aussi durs qu'on le dit? Je pense qu'on dit qu'ils sont durs parce qu'il y a eu une époque où les entraînements étaient vraiment très durs. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont quand même moins durs qu'ils ont pu être à une époque. Certains anciens s'accordent à le dire, hein, d'autres qui y sont allés avant les générations comme la mienne qui sont plus jeunes. Ils ont connu des périodes où les entraînements étaient sûrement plus difficiles. Aujourd'hui, c'est quand même plus ouvert. Voilà, ce qui est difficile, peut-être, c'est de suivre les cours et de comprendre assez vite les choses pour tout de suite se mettre en marche et être capable d'exécuter, techniquement parlant, ce qui est demandé. J'ai toujours été très bien accueilli, vraiment. Les gens sont très gentils, très accueillants. Enfin, voilà, c'est pas la secte, hein, c'est des gens très sympas, très ouverts. J'ai eu l'opportunité d'aller, par contre, faire des entraînements universitaires grâce à des amis de l'équipe nationale, parce qu'en fait, je suis allé au Japon en 2014. Et en 2014, c'était pour participer au championnat du monde, parce que j'étais ancien compétiteur équipe nationale. Et à cette époque, on allait faire les championnats d'Europe et les championnats du monde. Tous les 3 ans, championnat du monde, tous les ans, championnat d'Europe. Donc ça a été une belle, je dirais, expérience à cette époque. Et donc dans ce cadre-là, grâce à des amis d'équipe nationale qui avaient des connexions avec certaines personnes, on a pu aller s'entraîner dans une université où il y avait Ida Sensei. Et les cours, là, par contre, étaient vraiment très durs. Ouais. Là, c'est prépa physique. Si vous n'êtes pas préparé et entraîné, je pense que vous êtes cuit à la fin de la prépa physique et puis même pas vous arrivez à enchaîner les cours derrière. Et le cours derrière, c'est des techniques à répétition. On répète, des choses simples, hein, mais répéter un certain nombre de fois. Hein. L'idée, c'est vraiment faire 1000 fois quelque chose pour le faire une fois bien. Donc, il y a cette rigueur et cette exigence de répétition. Et voilà, ils ne posent pas de questions, ils font, ils exécutent et ils ont cette capacité, je dirais, à reproduire vite ce qu'on leur demande. C'est un peu la difficulté, je dirais, quand on vient de l'Occident et qu'on va suivre des cours au Japon. C'est qu'en fin de compte, on n'a pas tout à fait la même façon d'aborder l'enseignement ou du moins de l'appréhender. En Occident, on a plus besoin d'explications, de donner du détail, d'aller dans le verbal pour vraiment aider, accompagner à comprendre, alors qu'à l'inverse, eux, ils sont plutôt dans une capacité à exécuter les choses et à force de répéter, ils finissent par comprendre les choses. C'est un peu comme, si je devais imager, c'est comme si on prenait un film et puis vous êtes obligé, ou une série TV, voilà, vous êtes obligé d'avancer dans la série télévisée jusqu'au dernier épisode pour comprendre, ou plus vous approchez de la fin des épisodes, plus vous allez comprendre ce qui s'est passé avant. Et donc tout va prendre son sens au fur et à mesure. Donc on va dire qu'ils sont plutôt dans cette logique. Alors que nous, on est plutôt dans, moi j'ai envie de savoir tout de suite c'est quoi la fin de l'histoire, pour pouvoir me dire, ah ok, je sais où je vais et j'ai compris pourquoi je le fais et je comprends mieux comment il faut faire. Donc vous voyez, on fait les choses un peu dans l'autre sens. Alors chez nous, c'est vraiment, on a besoin d'être utilisé, on a besoin de comprendre les choses pour avancer, alors que là-bas, ils ne se posent pas de questions, ils font et ils comprennent après. Donc je dirais que c'est un peu ça la grosse différence qu'il y a entre nos deux cultures, quoi. Et puis, comme je vous ai dit, dur. Je pense que c'est moins dur aujourd'hui que ça a pu l'être à une époque, et encore une fois, toujours très bien accueillis, vraiment des gens très gentils et, je veux dire, très prévenants, voilà, il n'y avait pas de souci. Pour ceux qui hésitaient à y aller, parce que peut-être ils se disaient, oh là là, ça va être trop dur, et puis est-ce qu'on m'accueille bien là-bas? Vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci, c'est vraiment un dojo où c'est vraiment une bonne expérience d'aller s'entraîner là-bas. On salue, on s'avance à distance d'attaque et de blocage. Même chose, on annonce, on attaque droit devant soi, et là on effectue le blocage directement, sans temps intermédiaire. J'ai pas eu l'occasion d'aller dans d'autres dojos que le dojo d'Ajika HQ. Comme je disais précédemment, j'ai eu l'opportunité d'aller m'entraîner dans une université. Mais voilà, j'ai bon espoir quand la crise du Covid sera finie et qu'on pourra reprendre, j'espère très bientôt,
Les déplacements comme avant, eh ben, écoutez, je compte bien retourner au Japon et pouvoir aller m'entraîner dans des dojos autres, parce que je pense que ça doit être aussi très intéressant et on doit pouvoir faire de belles rencontres. Et je pense que on doit être très bien accueilli. Alors après, c'est sûrement plus facile lorsqu'on va s'entraîner dans un dojo là-bas, d'aller avec des références. En tout cas, s'il y en a qui veulent le faire, je vous conseille d'avoir quelques références ou de vous faire inviter par des sensei que vous pouvez connaître. Parce que peut-être que c'est pas toujours facile d'arriver comme ça et puis de dire que voilà, on voudrait s'entraîner dans un dojo. Je pense qu'il faut quand même arriver avec un minimum. Donc voilà, c'est ce que je vous conseillerais. Mais en tout cas, non, pour ma part, je n'ai pas fait plus de dojo que ça, mais c'est quelque chose que je ferai. Je vais vous montrer un petit exercice que vous pouvez faire avec un partenaire et qui vous montre bien l'intérêt de presser en bas et de travailler avec votre bassin en pressant bien vos pieds sur le sol. Parce que si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas le bouger. Donc ici, il se met en Zenkutsu, voilà, avec le bras tendu comme si vous voulez faire un Gyakutsuki. Moi, je fais de même et en fait, on se tient la main comme si on se disait bonjour. Voilà. Et ici, l'idée, c'est que je vais essayer d'utiliser la force de mes épaules pour le tirer vers moi. Et lui, il utilise la résistance de ses pieds dans le sol avec son corps droit pour essayer de résister au fait que je l'amène vers moi. Donc là, il résiste. Et là, c'est dur pour moi de l'amener parce que je monte en haut. D'accord ? Maintenant, si vous bloquez votre bras, lui, il va tourner après que vous ayez attiré votre bras avec la hanche pour amener en équité. Donc, ce n'est pas le bras qui plie pour aller en équité, c'est la hanche qui va tirer le bras pour que ça se mette en équité. Donc, ce qui veut dire qu'ici, quand vous matérialisez, c'est la même chose. On est là, on est placé, on presse en bas et on tourne la hanche. Et là, il va venir vers moi parce que j'ai utilisé la hanche pour tirer vers moi. D'accord ? C'est ce qui vous permet après, par exemple, de pousser avec votre hanche pour avoir un impact et un kiné à la fin. Donc, la même chose à l'opposé. Si vous êtes ici et que moi j'ai ma hanche en ami et que je veux l'emmener là-bas avec ma force des épaules, s'il est plus fort que moi, c'est moi qui vais venir sur lui. Donc la même chose, le bras, il ne se plie pas en premier lieu, parce que dès que vous pliez le bras, vous êtes force contre force. Par contre, si vous tirez la hanche, là vous allez le ramener vers vous, et après le bras il se plie. Donc pensez bien à faire l'impulsion avec la pression des pieds dans le sol, plus le fait de mettre l'impulsion dans la hanche, et après le bras se plie pour finaliser le mouvement. Alors, est-ce que c'est une discipline rigide, dépassée, pas efficace? Bon, alors je vais répondre assez vite. Rigide, non. Je pense que le karaté a souffert d'une image à une époque où c'était le début, le karaté était fraîchement soit importé, soit enseigné par des sensei japonais qui étaient venus en France pour l'enseigner. Et donc, quand quelque chose est nouveau, le temps que les générations passent et puis que les choses s'améliorent, voilà, il y a eu une image un peu, alors les pratiquants de karaté qui cassent des briques, qui sont tout raides, en train de pousser des cris. Donc, il y a eu un peu cette image caricaturale, je dirais. Aujourd'hui, avec la sportisation, il y a ce côté un peu, le karaté, c'est de la danse, c'est pas efficace. Bon, moi, je pense qu'il faut remettre les choses de manière terre à terre. Voilà, le karaté c'est pas rigide tout simplement parce que si vous voulez pouvoir bouger correctement et être de manière à ce que votre corps soit disponible pour faire correctement les choses, pouvoir avoir une bonne condition physique et pas vous cramer en peu de temps parce que vous êtes tout raide et tout crispé, tout dur, voilà, vous avez besoin de vous relâcher. Et des bonnes techniques de karaté, c'est des techniques qui sont relâchées et qui permettent à votre corps d'être disponible de manière à pouvoir exécuter les techniques au bon moment et utiliser la force quand vous en avez besoin et avoir un bon kiné. Le kiné, c'est voilà, être efficace à la fin de votre technique. Donc rigide, non. Également, est-ce que le karaté est efficace, pas efficace? Écoutez, je vais donner un exemple tout simple. Vous avez Ryoto Mashida qui fait du karaté Shotokan. Son père, Monsieur Sensei Mashida, était un représentant là-bas au Brésil du karaté de JKA. Et Ryoto Mashida, il a fait des combats en UFC en utilisant ces techniques de karaté. Donc si les techniques de karaté n'étaient pas efficaces, je pense que Ryoto Mashida, il n'aurait peut-être pas été aussi loin qu'il a été dans les combats qu'il a pu mener dans la cage. Alors évidemment, il ne fait pas que du karaté, un combat au sol, un peu de combat de boxe, il a diversifié, évidemment. Mais bon, sa nature, c'est quand même son école de base, le karaté. Donc l'efficacité, elle est aussi, je dirais, liée à la manière dont vous utilisez les techniques. Voilà, ça fait aussi débat dans la partie self-défense.
Dans la self-défense et dans l'aspect self-défense du karaté, ce qui marche sont les choses simples en fait. Donc en vérité, un blocage, c'est une manière d'esquiver une attaque, de pouvoir se défendre ou d'éviter de prendre le coup. Et puis attaquer de manière efficace, c'est une manière de répondre lorsqu'on a besoin de se défendre. Et un coup de poing, s'il est bien exécuté, il est efficace. Un coup de pied, s'il est bien exécuté, bah, il est efficace. Une esquive ou un blocage d'une attaque, si elle est bien exécutée, elle est efficace. Le fait de combattre avec un partenaire et d'apprendre à gérer la distance, bah, ça permet aussi de gérer le danger. Est-ce que là, il est trop près de moi, c'est dangereux, je ne vais rien voir venir? Est-ce que là, je suis à bonne distance? Est-ce que là, il a une attitude plutôt dangereuse et il faut que j'essaye d'éviter le conflit et plutôt trouver la porte de sortie, qui est la manière la plus intelligente d'éviter un conflit? Donc voilà, ça a une valeur d'usage en termes de self-défense qui est tout à fait efficace. Ça dépend encore une fois comment vous voyez les choses et par quel bout vous prenez les choses. Alors si vous prenez des gens sérieux, bah forcément, ça peut tout de suite donner une image de quelque chose d'efficace. Si vous prenez des personnes qui vous donnent une vision du karaté qui n'est pas positive, forcément, on va avoir une image négative. Donc voilà, je pense que la partie sportisation a aussi un peu contribué à ça parce que, ben voilà, avant, quand on faisait du karaté, il n'y avait peut-être pas les compétitions comme elles sont aujourd'hui, et donc le combat, c'était un peu le combat plus dur au dojo. Hein. Les anciens, quand ils faisaient combat au dojo, ben des fois, il y avait des coups qui partaient et puis ça faisait pas forcément du bien. Aujourd'hui, le côté sportisation avec les règles, etc., ça donne ce sentiment que ben, voilà, les gens ils vont pas au bout des choses et donc ils vont pas mettre des coups comme on pourrait en donner en UFC dans une cage ou en boxe. Mais pour autant, est-ce qu'on a besoin de se mettre des coups pour justifier d'une pratique qui se veut efficace ou pas? La pratique, elle est efficace ou pas quand on prend une technique d'un art martial et puis qu'on essaye de l'exécuter sans contrôle. Alors imaginez s'il fallait qu'on fasse ça à chaque fois dans un dojo, on ressortirait avec une tête au carré. Donc l'art martial, il n'a pas pour vocation, en tout cas le karaté, à se dire voilà, on est les plus forts, on est les plus beaux. Le karaté, c'est une école, c'est un art martial. On est là pour apprendre des techniques, on est là pour apprendre aussi un dépassement physique, mental, spirituel, apprendre des techniques de karaté qui datent de plusieurs milliers d'années. Et on n'est pas là pour ressortir du dojo en bombant le torse et en se disant je suis plus beau, je suis plus fort, c'est moi qui suis plus balèze. Voilà, on n'est pas en train de forger des gens qui vont essayer de démontrer des choses dehors. Donc voilà, je pense qu'il faut remettre les choses dans leur contexte et puis ça permet de dédramatiser les choses et puis de ne pas rentrer dans cette course à la compétition de c'est quoi l'art martial le plus ou le moins. Voilà. Bon. Si on reprend l'exemple des arts martiaux type MMA, c'est un assemblage de différents styles. Donc on va intégrer ce qu'il y a de bien dans l'un, ce qu'il y a de bien dans l'autre et au final c'est bien un assemblage d'arts martiaux. Donc ça prouve bien que les arts martiaux ont une valeur d'efficacité et tout dépend des prétentions que l'on a et ce que l'on fait avec. En premier, bien fléchir les jambes d'appui en préparant son blocage, puis déployer le blocage en même temps que l'attaque et contre-attaquer. On va se limiter à des contre-attaques simples sur Gyakutsuki à chaque contre-attaque. Sauf pour la fin, avec Yoko MP sur Yokogire Kekomi. Alors effectivement, enseigner au Dojo 5, c'est vraiment une chance, c'est un honneur pour moi, c'est vraiment une belle salle, un beau dojo, voilà, comme on n'en trouve pas beaucoup sur Paris. Alors effectivement, il y a beaucoup de professeurs qui sont passés dans ce dojo, comme Jean-Louis Morel, vous avez eu Richard Amos qui a enseigné ici pendant de nombreuses années, vous avez Sensei Sadek Masri qui est 8e dan, vous avez eu Monsieur Christian Courtonne qui a enseigné également au dojo, Ami Damish qui a enseigné aussi au Dojo 5, donc c'est vrai que c'est un dojo qui est chargé d'histoire ou qui a vu passer bon nombre de grands professeurs et de grands enseignants, donc c'est vrai que c'est une place référente. Donc ça oblige aussi à être meilleur soi-même dans sa manière d'enseigner pour être au moins à la hauteur de ceux qui vous ont précédé. Voilà, c'est important d'essayer de maintenir un certain standing en termes de qualité d'enseignement pour pas, je dirais, casser la réputation d'un dojo. Donc ça, c'est vraiment important. C'est quelque chose auquel je fais très attention. Voilà, historiquement, alors il y a très longtemps, cette salle, avant d'être une salle de karaté, puisque cette salle a été reprise par Sensei Sadek Masri, mais avant c'était une salle de boxe.
Donc ici, il y avait des grands boxeurs qui venaient enseigner, et puis vous avez des stars, notamment même du cinéma, qui venaient s'entraîner dans cette salle, la famille de Funès, il me semble, d'autres familles très connues, du genre du show business, qui venaient s'entraîner dans cette salle à la boxe. Donc historiquement, c'était une salle de boxe, et après, c'est devenu une salle de karaté, et puis au Dojo 5, il y a plein d'autres arts martiaux qui sont enseignés. Vous avez l'aïkido, vous avez le iaido, vous avez le judo, il y a du yoga aussi. Enfin voilà, il y a plein de disciplines. Je crois qu'il y a de la boxe aussi, boxe thaï, je crois. Donc il y a plein de styles qui sont enseignés au Dojo 5. Donc cette notion de pluralité et de diversité fait aussi partie du Dojo 5. Donc voilà, si vous avez l'occasion de passer au Dojo 5, venez, on vous recevra avec grand plaisir. Alors en plus de ma pratique du karaté, oui, évidemment j'ai d'autres routines. Alors bon, la majeure partie c'est le karaté, hein, voilà, je fais des techniques, j'essaie toujours d'aller voir plus loin et d'approfondir et de toujours chercher quelque chose de plus. Voilà, parce que dans ma logique, je donne tout ce que je peux donner aux élèves, voilà, je donne toujours beaucoup. Et le fait de donner beaucoup, ça m'oblige à chercher plus. Donc en fait, le fait de donner, ça m'enrichit et du coup ça me maintient dans un état de recherche. Donc ça c'est quelque chose qui est important. Quand vous donnez aux autres, le fait de donner, ça vous fait continuer à chercher de votre côté, parce que si à un moment donné vous n'avez plus rien à donner, en fin de compte c'est mort, vous arrêtez, il n'y a plus rien. Donc moi mon but c'est pas qu'il n'y ait plus rien, c'est de donner et de continuer à évoluer, à progresser tout au long de sa vie. Voilà, donc un peu d'activité physique évidemment, de conditions physiques autant que possible quand vous avez un peu de temps pour le faire. En plus de l'entraînement, voilà, faut quand même entraîner votre physique, un peu d'assouplissement, des étirements, parce que voilà, faut quand même être un petit peu souple. Et puis le secret de la jeunesse, c'est la souplesse, comme on dit. Puis aussi un petit peu de Ichuan et de Tai Chi, je pratique toujours un petit peu, puisque le pont entre le karaté et cette pratique-là est intéressante, puisqu'on trouve des aspects techniques qui sont un petit peu moins codifiés dans le karaté, en tout cas moins perceptibles au départ. Voilà, donc c'est des choses qu'on peut approfondir après, une fois qu'on est ceinture noire et qu'on commence à apprendre vraiment le karaté. Donc voilà, routine, ce serait s'entretenir physiquement, travailler un peu son cardio, sa résistance à l'effort, et puis des étirements, et puis je dirais compléter son entraînement de karaté avec d'autres choses que vous avez pu trouver ailleurs et qui viennent nourrir votre école pour vous aider à la faire progresser. Donc ici on se place comme ceci, avec la main ouverte, on oppose, et lorsqu'on relâche, on fait la même chose mais à l'opposé, comme ceci. Et là on est déjà placé avec la hanche qui est, comme tout à l'heure, en opposition convergence, et on relâche, et même chose de l'autre côté. On étire, on relâche, on étire, on relâche, on étire, on relâche. D'accord? Quand vous étirez, ensuite vous relâchez, et vous faites la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire que vous devez vous retrouver à l'opposé, avec la même préparation pour relâcher ensuite, déjà préparé pour relâcher, déjà préparé pour relâcher, et ainsi de suite. Ce qui vous évite dans votre Wutsuki de faire des choses de ce genre-là, où tout est désaxé. Tout doit déjà être prêt pour relâcher, et c'est déjà fait. Préparé, et l'autre il est déjà prêt. Alors ma plus belle rencontre martiale, c'est la base, quoi. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est votre premier professeur. Si vous n'avez pas rencontré quelqu'un qui vous a fait aimer le karaté, qui vous l'a fait découvrir, qui vous l'a enseigné dans de bonnes conditions, qui vous l'a bien transmis et qui vous a permis de grandir dans cette pratique, rien n'est possible. Donc en fait, pour moi, je dirais que la plus belle rencontre, c'est votre premier professeur, c'est celui qui vous a amené dedans et qui vous a amené à aimer cette pratique, la découvrir, et du coup, grâce à lui, de faire d'autres belles rencontres par la suite. Voilà, donc je préférais plutôt parler comme ça, parce que j'ai fait plein de belles rencontres humaines, ou des rencontres avec des grands sensei, vraiment des choses qui m'ont vraiment marqué. Et ça fait partie d'un ensemble, et dire qu'il y en ait plus un que l'autre qui m'est marqué,
Non, ils m'ont tous marqué, tous. Et même encore aujourd'hui, il y a des plus anciens comme des plus jeunes qui me marquent et qui m'apportent des choses. Mais tout ça, c'est un point de départ. Et le point de départ, c'est le professeur que vous avez découvert et qui vous a fait découvrir le karaté. Donc je dirais que c'est ça qui la personne qui m'a le plus marqué. Là, l'idée, c'est vraiment d'utiliser au mieux son corps, de répartir au mieux l'effort partout dans son corps pour minimiser l'effort au niveau local et jouer sur le placement de votre corps et les trajectoires pour effectuer un mouvement qui soit circulaire et efficace en utilisant de l'extension, c'est-à-dire on va opposer en sens inverse une attaque avec le corps ou alors en compression, c'est-à-dire on va associer une direction du corps avec une direction de frappe. Donc associer, c'est visser au centre et là on va chercher à comprimer et lorsqu'on est dans l'extension, on va opposer deux trajectoires pour retrouver un impact opposé à la direction où votre corps va bouger. Alors, si je dois donner une anecdote, je dirais que oui, une année, il y a vraiment quelque chose qui m'avait un peu marqué. C'était un stage en Belgique. Alors, il y avait un stage international qui se déroule à Gand. Ça durait une semaine. Il y avait entraînement le midi, le matin, le soir, et le midi on s'entraînait aussi un petit peu. Donc il fallait bien suivre les entraînements parce que c'était quand même un peu dur. Il faut se lever tôt le matin, on se couche un petit peu tard le soir, et puis tous les jours comme ça pendant une semaine, il faut suivre le rythme. Et cette même année, il y avait Osaka, il y avait Enoeda, il y avait aussi Kawada aussi à l'époque, et Ogura Sensei. Ils nous ont fait un truc, des démonstrations durant les entraînements. Alors Ogura Sensei, à l'époque, il nous avait fait un cours sur Unsu. Et alors ça m'avait marqué parce que dans le saut d'Unsu, vous savez, aujourd'hui on voit en compétition, on fait un demi-tour, et puis après on tape dans la main, on tourne. Voilà. Bon, lui non, il part directement en Fudodachi, directement sur le côté en diagonale, un tour complet en l'air, un Ushiro en l'air, il regroupe les jambes et paf, il tombe. Et tellement il sautait haut, on avait carrément l'impression qu'il restait un petit moment léger, micro-seconde de suspension en l'air, c'était impressionnant. Quand vous voyez ça, qu'à l'époque j'étais ceinture marron, ça m'avait marqué, quoi. Je me suis dit, waouh, si un jour j'arrive à faire ça, c'est impressionnant, ça m'avait impressionné. Osaka Sensei qui expliquait, ça m'a marqué aussi, toujours dans le même temporalité, Gaden Barai, et il était capable de mettre, je dirais, de l'élasticité à chaque impact et il déroulait le mouvement étape par étape. Donc il revenait, il armait, tac, il déroulait, bam, 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 et il avait une capacité à faire rebondir ses gestes comme un élastique, vraiment impressionnant. Ça dénotait de la maîtrise. Enoeda Sensei qui était là au même moment, alors lui c'était la rigueur et ça rigolait pas pendant les cours. Et Kata Meikyo, il y a un moment où on doit faire un saut, donc on doit bloquer, attaquer au visage et faire le tour. Donc il fallait faire comme une sorte de triangle. Ah bah il passait dans les rangs et j'aime autant vous dire qu'il y avait intérêt à ce qu'on fasse bien les choses. Et quand il passait, on était vraiment stressé parce que les cours avec Enoeda c'était vraiment très strict. Très gentil, hein, mais vraiment c'était la rigueur, vraiment la rigueur. Alors Kawada Sensei, c'est simple. Il avait quelqu'un en face de lui qui devait faire un magere, donc magere c'est un coup de pied de face. La personne, donc Kawada Sensei, devait reculer sa jambe avant pour bloquer magere et en même temps attaquer avec sa jambe arrière pour faire magere. Et son but c'était de toucher la personne qui lui faisait magere direct avant que la personne elle tente de déployer son coup de pied. Donc quand vous dites ça, vous dites oh là, je sais pas comment il va faire, c'est un peu compliqué. L'autre il a juste un coup de pied à faire, il va tout droit. Lui doit enlever la jambe avant, bloquer et avec la jambe arrière attaquer devant. Et ben je peux vous dire qu'il l'a fait quelques fois avec la personne qui était devant. À chaque fois il s'est pris une magere plein fouet alors avec du contrôle bien sûr hein, dans le ventre. Et l'autre il n'avait pas le temps de déployer complètement sa jambe. Et alors là je me souviens il a dit avec le traducteur, s'il y a quelqu'un qui veut venir essayer pour me montrer qu'il est capable de faire magere plus vite que moi en bloquant et ramenant ma jambe pour attaquer, il peut venir. Eh ben, il n'y a personne qui a levé la main, il y a eu les mouches qui ont volé, il n'y a pas un seul doigt qui s'est levé et tout le monde s'est dit non, c'est bon. Donc c'était aussi une manière de montrer que bon, bah, voilà, l'efficacité elle était là, il n'y a pas de problème, le magere il pouvait arriver en face, il avait le temps de le bloquer et d'interchanger sa jambe pour toucher devant. Et là aussi, c'était vraiment impressionnant. Donc je dirais, l'anecdote, c'est vraiment qu'à cette époque en Belgique, j'ai pu voir des sensei qui m'ont impressionné.
et qu'on fait que me dire si un jour j'étais comme eux plus tard, ben vraiment ça serait magnifique. Alors j'en suis encore loin, très loin, mais en tout cas je fais tout pour m'y approcher et cette anecdote est restée vraiment gravée dans ma tête, quoi. Ça m'a vraiment marqué. Ici, cherchez une trajectoire de plus en plus arrondie afin de trouver une diagonale qui est le trajet le plus direct pour aller d'un point A à un point B, c'est-à-dire pour faire le coup de pied le plus rapidement possible, sans dénaturer le travail vu précédemment, c'est-à-dire de bien plier la jambe au départ, tendre, ramener et poser. Et tout ça dans une trajectoire linéaire en diagonale. N'oubliez pas de pousser sur les talons au démarrage de votre coup de pied. C'est nécessaire pour générer une vitesse de démarrage. Gardez le pied avant bien placé, ne pas glisser lorsque vous faites le coup de pied et tirez sous la cuisse pour accentuer l'effet de vitesse. Même chose, poussez sur le talon au démarrage. Ici, relâchez votre genou vers l'avant. Il faut donc libérer le genou pour pouvoir préparer le démarrage de votre coup de pied. Le milieu du corps, par les hanches, eh bien, il faut le relâcher vers le bas. Ensuite, il faut lier les deux. Relâcher en bas et libérer le genou. Alors les conseils que je pourrais donner aux pratiquants de karaté, c'est ne pas oublier, comme je disais précédemment, le triptyque Kyon, Kata, Kumite. Ne faites pas l'erreur de vous dire « Ah, mais je fais que le combat » ou « Ah, mais je fais du kata ». Non, non, vous faites du karaté. Le karaté, c'est les trois. Si après, vous êtes meilleur dans l'un que dans l'autre et vous avez une préférence et une appétence pour un, il n'y a pas de problème, hein, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ne passez pas à côté de tout ce que vous avez à apprendre dans le karaté en ne sélectionnant que ce qui vous arrange. Voilà, il faut aussi aller dans la difficulté et accepter de faire des choses dans lesquelles vous n'êtes pas à l'aise pour vous améliorer dans ce sur quoi vous êtes bon et je dirais compléter là où vous êtes moins bon en persévérant encore plus fort là où vous êtes moins bon. Donc il ne faut pas chercher la facilité à se dire ah, bah, je vais que dans ce que je sais faire, il faut aussi aller dans ce qu'on sait moins bien faire. Voilà, ça c'est premier point. Et autre conseil, c'est suivez les préceptes du Dojokun et ne tombez pas dans l'aspect sectaire des choses, c'est-à-dire voilà, dans un excès de respect qui devient une forme de soumission, on voit souvent ça. Le respect, c'est le respect, mais le respect n'égale pas la soumission. Donc, respectez votre professeur, respectez les autres, respectez le dojo, respectez les gens à l'extérieur, et puis essayez de vous améliorer vous-même en suivant les préceptes du Dojokun. Voilà, c'est un peu les conseils que je pourrais vous donner. Il pourrait y en avoir plein d'autres, mais s'il faut choisir, voilà, c'est ceux-là que je vous donne. Si vous remontez, vous allez avoir ce bras-là qui va remonter, qui sera plutôt bien placé, et celui-ci qui va se retrouver sur le côté. Et donc vous serez trop loin. Vous serez trop loin. Donc ça c'est pas bon, parce que vous allez monter direct et on ne fait pas comme ça. Par contre, souvent donc, on voit les gens faire ceci. Comme ça ils ont le sentiment de bloquer. Et puis de l'autre côté, le bras il fait un arc de cercle pour venir ici. Donc ça aussi c'est pas bon non plus. Il faut vraiment relâcher les bras, relâcher les bras, relâcher les bras, relâcher, en yoï, relâcher. Quand vous avez relâché les deux bras, la hanche elle vient au milieu en même temps. En même temps. Et au moment où vous faites la position, les bras vont monter. Donc celui-ci va monter légèrement en diagonale et faire l'effet de blocage. Et celui-ci va monter presque comme un agioke, mais direct. Et il sera tout de suite bien placé. Parce que vous aurez placé vos hanches et qu'au moment où vous allez monter, vu que vous êtes là ici devant, le fait que le bassin reparte derrière, ça va vous décaler. 1, 2, 1, 2. Donc ici, 1, ça monte. Et au moment où ça monte, mon corps revient et je me trouve bien de face. Ce qui fait... Alors mes projets, eh bien, c'est de continuer à enseigner le karaté au Dojo 5, de continuer aussi à apporter tout ce que je peux apporter humblement à l'association Frangica qui représente le karaté de la Japan Karate Association en France. D'un point de vue plus personnel, je dirais que voilà, j'ai le projet d'écrire au moins un ou plusieurs livres, donc c'est en cours, je travaille dessus. Des vidéos peut-être,
Pour l'instant, je suis concentré sur ma chaîne YouTube. L'idée, c'est de partager du contenu et de partager du contenu avec du détail et une approche plus approfondie, c'est-à-dire pas quelque chose où voilà, on est là pour faire une démonstration, faire des techniques et puis poster une vidéo et puis tout le monde est content parce qu'on a vu une belle vidéo avec des belles techniques. Non, c'est d'apporter quelque chose aux pratiquants qui regardent, transmettre cette passion du karaté au travers du côté passionnant, d'aller en profondeur dans les techniques. Et peut-être aussi d'autres projets à ce niveau-là, mais bon, je ne peux pas en dire plus parce que voilà, c'est en préparation. Mais voilà, c'est à peu près ça, grosso modo, c'est déjà pas mal. Hein. En plus du travail et de la vie quotidienne, ça prend pas mal de temps, donc on ne peut pas non plus négliger sa vie personnelle au profit du karaté. Si d'ailleurs je pouvais donner un autre conseil aux pratiquants, c'est voilà, ne faites pas non plus passer votre bien-être et votre vie personnelle non plus trop après le karaté, puisque il faut un bon équilibre de vie. Donc il y a votre passion dans les arts martiaux, mais il y a aussi votre vie personnelle. Et il ne peut pas y avoir à un moment donné, je dirais, le karaté qui submerge votre vie personnelle ou professionnelle. Voilà. Il faut aussi qu'à un moment donné, le karaté il a sa place et votre vie personnelle a sa place. Donc un autre conseil que je pourrais donner, je sors un peu du champ de la question, mais bon, ça me revient par rapport à la question précédente. Un grand merci pour cette interview qui est intéressante et puis ça m'oblige à me creuser les méninges pour répondre aux questions, essayer d'être sincère. Alors j'ai sûrement oublié de dire des choses qui étaient importantes. Ce que j'ai dit n'est pas une vision des choses où c'est ça et pas autre chose. C'est une vision des choses à un instant T. Et ce que je dis n'est pas parole d'évangile. Que dire d'autre? En fin de compte, on n'est que peu de choses dans la vie de l'art martial, c'est-à-dire du karaté. Comme je disais, le karaté vit à travers le temps grâce aux gens qui l'apprennent, qui l'enseignent et donc le transmettent. Donc on n'est que peu de choses. Donc voilà, c'est quelque chose qui nous oblige à avoir beaucoup d'humilité et qui nous oblige à bien faire les choses. Et puis voilà, ne pas oublier que le karaté aussi, c'est un moyen de vous améliorer vous-même et de vous parfaire personnellement. Et puis le karaté, au bout d'un moment, votre karaté devient un peu le reflet de votre personne. C'est-à-dire que si vous avez votre propre style dans le karaté, c'est parce que votre personnalité se reflète au travers du karaté, plus vous avez d'expérience et d'années de pratique. Donc soyez courageux, persévérants. Le karaté, c'est une pratique de toute une vie lorsqu'on est passionné. Et puis si vous êtes que de passage dans le karaté, prenez ce qu'il y a de bon à prendre. Puis peut-être que vous y reviendrez un jour. Et peut-être que ce que vous aurez pris à un moment donné, durant les quelques années où vous aurez pratiqué, vous servira toujours dans votre vie personnelle plus tard. Voilà. Donc merci. Et puis à bientôt.